programme vous est proposé par Citeo. Vous vous êtes sûrement déjà demandé où vont nos déchets recyclables après les avoir jetés dans la fameuse poubelle jaune. Eh bien pas très loin d'ici, figurez-vous, puisque plusieurs centres de tri existent dans la région, dont celui de Douchy-les-Mines, inauguré cette année par le CIAVED. Et justement, on y va tout de suite dans cette émission spéciale à la découverte de ce site hors norme et à la rencontre de ses acteurs. C'est parti! Opérationnel depuis le mois de juillet dernier, le centre de tri de Douchy-les-Mines est un équipement ultra moderne capable de traiter jusqu'à 50 000 tonnes de déchets par an. Un projet porté par le CIAVED et c'est d'ailleurs son président Charles Lemoine qui nous accueille sur le site. Le CIAVED, c'est quoi exactement d'ailleurs? Parce que le CIAVED regroupe pas mal d'intercommunalités. Alors, on va peut-être refaire un peu l'historique, tout simplement le pourquoi maintenant de toutes ces intercommunalités. Alors, avec l'extension des consignes de tri, les centres de tri devaient se moderniser. Donc, dès 2015-2016, on savait qu'on allait dans ce sens-là et on avait, nous, un seul prestataire. Qui avait 3 centres de tri, le centre de tri de Saint-Sauveur, de Saint-Amand-les-Eaux, mais aussi de l'Ourcq. Et on leur a posé la question, est-ce que vous allez vous moderniser? Ils nous ont répondu, non, on ne fera pas de rénovation, de modernisation. Donc le CIAVED s'est posé la question, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on allait construire un centre de tri? Est-ce qu'on allait finalement travailler avec d'autres prestataires à l'avenir? Et on avait une opportunité, c'est qu'on avait racheté ce bâtiment en 2015. Donc on avait un bâtiment qui pouvait être utilisé comme un centre de tri. Donc en 2017, on a mis tout le monde autour de la table, toutes les collectivités du sud du département, pour essayer de trouver une solution sur un centre de tri. Est-ce qu'on allait créer un centre de tri? Voilà, il fallait nous trouver une opportunité. Et on s'est mis d'accord. Et finalement, le nouveau CIAVED s'est créé avec 7 intercommunalités, la Porte du Hainaut, Valenciennes Métropole, le Pays de Mormal, Val-de-Sambre, c'est la région de Maubeuge, le Caudrésie-Catésie, une partie de Douai. C'est donc ça la vocation du CIAVED, c'est de réunir les intercommunalités pour construire ce genre de projet. Ici, le centre de tri, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet immense site? Ah bien, c'était la première fois que finalement toutes les intercommunalités du sud du département se mettaient ensemble pour un outil performant avec le meilleur recyclage possible. Donc on est véritablement... C'est un outil de service public. Voilà, et donc maintenant c'est un outil de service public comme le CVE qui est juste en face de nous, le bâtiment logistique, mais aussi ce centre de tri. Mais on a d'autres outils pour le service public. On a 2 autres CVE, 32 déchetteries. Donc vraiment on a les outils pour répondre à la préoccupation de la population dans le cadre d'un service public. On génère tous des déchets, on a tous une poubelle jaune à la maison, donc il faut bien savoir que le déchet qu'on met dans la poubelle jaune, eh bien c'est ici que ça arrive et en plus pas loin de chez nous, c'est local. Et tout à fait, donc cette poubelle a une importance cruciale tout simplement parce que si on trie mal, ça a des coûts supplémentaires et puis aussi, bien c'est aussi dans le cadre de l'économie circulaire, du développement durable, cette poubelle a son importance parce que les matériaux qui vont être triés vont avoir une valorisation dans le recyclage. Merci Charles, on vous montre ça? Allez, c'est parti. Allez, ça y est, nous y sommes. On a mis les équipements de sécurité et on est à l'intérieur du centre de tri avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, ça y est, on est ici au début du parcours du déchet à l'intérieur du centre de tri. Où est-ce qu'on est exactement, Quentin? Alors là, on est dans le hall de réception des emballages ménagers, recyclables donc, qu'on réceptionne ici sur son tri de Douchy-les-Mines pour pouvoir ensuite les faire entrer dans un process qui va permettre de les séparer pour les amener vers une nouvelle vie. Donc si je comprends bien, le camion poubelle, il passe chez moi, il ramasse ma poubelle et une fois qu'il a fini son parcours, c'est ici qu'il vient et c'est ici que sont réceptionnés tous les déchets, c'est ça? Exactement, c'est ici que sont réceptionnés tous les déchets triés par les concitoyens. Et alors concrètement, que font les opérateurs qu'on voit ici avec une grue en fait? Que font-ils exactement? Eh bien voilà, on a une chargeuse effectivement qui va nous permettre de pouvoir récupérer les déchets amenés en vrac par les camions poubelles. Et cette chargeuse va tout simplement alimenter la trémie d'alimentation qu'on voit derrière nous, qui va permettre d'apporter ce déchet sur le process de tri à un débit régulier
pour pouvoir optimiser la séparation des différents matériaux. Et c'est le début donc du parcours qu'on va faire ensemble, le parcours à l'intérieur du centre de tri. Mais avant, je vais aller voir Eric. Eric, il est conducteur d'engin, c'est un des opérateurs qui travaille ici au centre de tri. On va aller recueillir son témoignage, c'est parti. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Vous êtes opérateur, conducteur d'engin. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou une difficulté à laquelle vous faites face au quotidien? Vous êtes en première ligne du tri, c'est le début du parcours du déchet ici. Qu'est-ce que vous constatez dans votre quotidien que vous pouvez nous raconter? Alors le problème qu'on a ici, c'est justement pour l'alimentation de la ligne et que ça se passe bien au maximum, c'est d'avoir du déchet, vraiment de l'emballage. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de... Bon là on verra peut-être pas bien, mais on a beaucoup de textiles, de parapluies, de choses qui n'ont rien à faire dans la collecte sélective. Et ce qui fait qu'en même temps, il faut vraiment qu'on surveille ça pour éviter toute possibilité de bourrage sur le process. Il y a des points relais pour jeter les textiles, tout ce qui est parapluie, objets, poussettes. On a des déchetteries qui sont ouvertes tous les jours et il y a juste une carte à faire qui est gratuite et que les personnes suivent vraiment ce protocole et qu'on n'ait vraiment que de l'emballage ici sur place. Textile, en fait, des vêtements aussi. C'est une erreur qu'on retrouve souvent. Oui, c'est une erreur parce que les gens pensent que tout se recycle et il y a des matières qu'on ne recycle pas. Donc ces matières-là vont plutôt, à la rigueur, ce serait préférable qu'ils les mettent dans la poubelle OM. D'accord. La poubelle OM, c'est-à-dire ordures ménagères. Ordures ménagères, celles qui partent en incinérateur. Là, ce serait beaucoup mieux, ce serait beaucoup plus simple pour nous. Bon, très bien. Eh bien, merci Eric pour votre témoignage. Le message est passé. Et puis nous, on va continuer le parcours. On va continuer de voir le parcours du déchet. Bon courage et merci beaucoup. Alors je dois vous le dire, c'est assez fascinant, c'est un vrai labyrinthe, c'est immense. Il y a des machines partout, sur plusieurs niveaux, des tapis roulants un peu partout. Et donc ici, Quentin, c'est la première étape, l'une des premières étapes. En quoi ça consiste exactement là où on est? Exactement, c'est des premières étapes, on va dire la deuxième à peu près. La toute première se fait à travers la machine qui est derrière, qui est une sorte de grand tube qui va permettre de séparer les matériaux selon leur taille. D'accord. Et cette machine-ci va permettre de les séparer, mais selon plutôt leur caractère plat ou creux. D'accord, alors est-ce qu'on peut voir? On va regarder. Allons-y. Donc il faut bien comprendre ici, Quentin, que chaque étape en fait amène un tri de plus en plus fin du déchet jusqu'à la fin du parcours, c'est bien ça? Ici, quelle est-elle cette étape? Alors ici, c'est l'étape qui permet de séparer les corps plats des corps creux. Par corps plat, on entend tout ce qui va être les journaux, les magazines, des cartons. Par corps creux, ça va plutôt être les bouteilles, les canettes, des bidons de lessive, des choses comme ça. En fait, il faut séparer les déchets d'abord, avant de les trier. Eh oui, on y va de plus en plus finement, comme vous l'avez dit, et à la fin, on va sortir avec 12 fractions valorisables bien distinctes. Alors, moi, par exemple, dans ma poubelle jaune, j'ai tendance à mettre la bouteille de lait dans le paquet de céréales. J'ai tendance à en fait tout regrouper mes déchets. C'est pas un bon geste, ça. Alors, la bouteille de lait, le paquet de céréales, oui, c'est une très bonne chose de le mettre dans la poubelle jaune, mais pas ensemble, pas imbriqués. Bon. Voilà. Ok, bon ça c'est une bonne leçon qu'on peut retenir aussi. Vaut mieux séparer dès la poubelle jaune en fait nos différents déchets. Exactement, parce que le carton ne se recycle pas comme le plastique. Et si on mélange les deux, nous on va pas avoir forcément de facilité à les séparer sur le process. Donc pour être le plus efficace possible, il faut les mettre de manière séparée dans la poubelle. Sinon on risque de mettre en difficulté effectivement les différentes actions au centre de tri. Exactement. Très bien, on continue? On continue. Allons-y. Nouvelle étape dans cet immense parcours qu'est le centre de tri. En fait, finalement, on suit à travers tous ces tapis le parcours d'un déchet. Il faut savoir que chaque déchet donc, passe au fur et à mesure à travers des machines qui finalement les séparent, les trient. Quelle est-elle, cette machine? Où sommes-nous ici, Quentin? Alors ici, on est dans les premières étapes du tri. On a récupéré sur ce tapis-là la plus petite fraction recyclable. D'accord. Et on va essayer d'en extraire avec le tapis qu'on voit au-dessus survoler ce tapis, ce premier convoyeur.
ce tapis a un aimant à l'intérieur. D'accord. Et il va attirer tous les métaux ferreux pour pouvoir les isoler du reste. Donc la canette dont tu me parlais tout à l'heure, si elle était en acier par exemple, eh ben, elle va être captée par cet aimant et on va la retrouver sur le petit tapis convoyeur qu'on a là, qui récupère uniquement les éléments ferreux, alors que le reste de la matière, elle, va continuer à être convoyée par cet autre tapis. Un tapis à l'entrée de cette machine, un tri et 2 tapis à la sortie. C'est très simple finalement et c'est un aimant donc qui capte. C'est assez fascinant et à la fois simple à comprendre. Donc ma canette suit son parcours et nous on va suivre le parcours avec elle. Alors on continue notre déambulation ici, on suit le parcours des déchets. Quentin, m'expliquer un petit peu la fonction de chaque machine ici, les machines jaunes et bleues qu'on voit là, des machines de haute technologie. Hein. Tout à fait. Alors ces machines, on les appelle les trieurs optiques. On a vu dans les premières étapes qu'on a réussi à séparer les matériaux, enfin les différents déchets recyclables par leur taille, puis par leur aspect plat ou creux. En fait, ces machines-là vont venir maintenant réussir à distinguer les différents types de matières qui composent ces matériaux. Différents types de plastique ou bien entre des corps plats, est-ce que c'est plutôt du papier type journal un peu blanc ou du carton? Là on arrive dans la partie très affinée, on disait le parcours, le tri au fur et à mesure du parcours se fait de plus en plus finement. Ouais. Et donc là ces machines là sont justement, en fait on peut dire que le centre de tri ici à Douchy-les-Mines, inauguré cette année d'ailleurs, il est à la pointe de la technologie. Exactement, il est à la pointe de la technologie, on a les machines dernier cri on va dire pour pouvoir être au standard de Citeo et valoriser au maximum en fait tous les emballages que nous apportent les ménages. Voilà, donc on a la chance d'avoir ici dans la région un centre de tri dernier cri avec des machines. Entre nous, j'ai pas tout compris comment ça fonctionne, mais voilà, il faut bien comprendre que le déchet ici, il est trié de la manière la plus fine possible et on va continuer parce que ce n'est pas fini. C'est pas terminé. C'est parti. Alors on arrive au bout du parcours de tri et la dernière étape, Quentin, du parcours de tri, eh ben, c'est la main de l'homme finalement. Exactement, c'est la main de l'homme. On a à peu près 80 à 90% du tri qui a été effectué avant par les machines. Ouais. Mais pas 100%, les machines restent faillibles. Ouais. Et finalement c'est l'humain un peu, cet expert matière qu'on va avoir en cabine qui va venir parfaire ce tri pour avoir vraiment des qualités qui vont pouvoir être recyclées. Alors combien on a d'opérateurs qui bossent hein? Ils sont juste derrière, on va aller les voir juste après. Combien il y en a à peu près d'opérateurs qui travaillent en fait à trier manuellement les derniers déchets? On a 19 personnes en cabine en permanence qui récupèrent, qui trient tout simplement, qui surtrient. Qui trient manuellement, voilà. Manuellement, ouais, c'est ça. Ok. Parmi ces 19 personnes, il y a Robert qui nous attend juste derrière et on va aller prendre son témoignage. Merci Quentin pour cette superbe visite. On va conclure là-dessus tous les deux parce que moi je vais aller voir Robert maintenant. Merci Quentin. Merci à vous. Allez, on va voir Robert. Alors nous on poursuit notre visite au centre de tri, on arrive à la dernière étape et on est avec Robert. Robert, la dernière étape, c'est la main humaine. Oui, c'est la main humaine quoi, 25 ans de tri quoi. 25 ans de tri quoi. Ça fait 25 ans que vous faites ça? Ça fait 25 ans que je suis dans le métier quoi. Ah, vous avez vu que sur 25 ans quoi, il y a une très nette amélioration. Ouais, vous l'observez? Oui, j'ai observé quand même franchement l'évolution de la chaîne de tri quoi. Par rapport à avant quoi. Parce que par rapport à avant, il fallait comprendre quand même aussi, vous avez quand même l'humain qui est là quoi. Qu'avant vous avez sur vos tapis pas mal de déchets alimentaires, tout ce qui est déchets alimentaires, puis tout. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et là, vous observez une évolution des mentalités. Les Français trient mieux aujourd'hui. Il y a quand même une nette évolution quoi. Ouais. Mais les gens devraient un peu plus être consciencieux quoi. Alors, vous dites que vous faites ça depuis 25 ans. Oui. C'est un métier qui a du sens. Vous aimez votre métier? Bah oui, j'aime mon métier quoi. Je vais finir en carrière quoi de toute façon. Je suis proche pour la retraite quoi. Je veux finir ma carrière et le centre de tri est une histoire familiale quoi. Parce que je suis papa de 6 enfants. Ouais.
chaque de mes enfants ont été sensibilisés à travailler sur le site. Ah, c'est une affaire de famille. Et alors, quel est l'objet le plus farfelu, Robert, que vous ayez trouvé en 25 ans de carrière? Un objet qui n'a absolument rien à faire dans un centre de tri. Vous savez, il y a un peu de tout, quoi. Hein. Vous avez des sous-vêtements féminins, quoi, le plus souvent. Si vous voulez, si vous ramassez tous les sous-vêtements et tout, quoi, vous pouvez ouvrir un magasin, quoi. Ah ouais. Alors, pas de vêtements dans les centres de tri. Le message est passé, hein, Robert. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Et nous, on poursuit notre visite. Merci. Laurent, bonjour. Bonjour. Directeur régional de Citeo, avant que vous nous expliquiez ce que c'est Citeo et quelle est sa vocation, d'abord, où est-ce qu'on est ici? On est au bout du cheminement du centre de tri. Que deviennent ces déchets, ces énormes cubes qu'on voit un peu partout autour de nous? Alors, ces grands cubes, en fait, c'est le résultat du tri, hein, c'est le résultat de tout le process que vous avez vu, avec ces machines, ces séparations mécaniques, technologiques, manuelles. Et à la fin, on sort des matériaux qui correspondent au cahier des charges des industriels qui vont les reprendre. Donc ici, on est devant une balle d'emballage en aluminium. Ça s'appelle une balle. Ça s'appelle une balle, exactement. C'est des emballages en alu. Vous allez retrouver beaucoup de canettes, évidemment. Et ça va partir vers un repreneur qui se trouve dans les Hauts-de-France, qui va réutiliser cette matière, qui présente beaucoup d'avantages parce qu'elle nécessite 10 fois moins d'énergie que si on fabriquait de l'aluminium à partir de vierge, beaucoup moins de consommables de manière générale. Donc en fait, c'est une opération qui est, comme tous les autres matériaux, qui est extrêmement bonne pour l'environnement. Mais plus, au-delà de l'environnement, je pense qu'il y a vraiment un aspect qu'il faut rappeler, c'est qu'on parle ici de souveraineté, on parle d'industrie. Vous avez vu ici, il y a entre 50 et 100 emplois qui ne sont pas délocalisables, qui sont ici à Douchy-les-Mines. Dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France. Ça va partir du côté de Compiègne, dans les Hauts-de-France. Les balles de carton vont partir chez des cartonniers dans les Hauts-de-France et ainsi de suite. Les Hauts-de-France, c'est une région dans laquelle il y a des filières pour tous les matériaux. Ouais. Ça reste local, c'est important. Et d'ailleurs, Exactement. j'ai un chiffre, 80% des Français se demandent ce que deviennent leurs déchets. Et ben moi, pour revenir à ma canette du début d'émission, elle est ici, ma canette. Je me demande ce qu'elle va devenir. Alors, que vont devenir ces matériaux? Alors, par exemple, des trottinettes, tout un tas d'objets du quotidien en aluminium. Il faut savoir que les matières recyclées ont rigoureusement les mêmes caractéristiques que les matières neuves. Donc, on en refait des objets. Alors, parfois, il y a des recyclages dits en boucle. On refait la même chose. Ouais. Aujourd'hui, on sait faire à partir d'un pot de yaourt que vous jetez. C'est peut-être l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui, tous les emballages se trient. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est un emballage ou pas? Si c'est un emballage, je le mets dans le bac jaune. Et mon pot de yaourt, je le mets dans le bac jaune. Et il redeviendra un pot de yaourt. Aujourd'hui, on sait faire du contact alimentaire parce qu'on recycle par un procédé chimique. En fait, on vient le chauffer, c'est ce qu'on appelle de la pyrolyse. On chauffe sans oxygène et on va refaire une huile de styrène qui va permettre de refaire des pots de yaourt en donnant aux industriels qui vont l'utiliser exactement les mêmes garanties qu'un matériau fossile. Et en fait, tout à l'heure, on évoquait la souveraineté. Oui. Ces matériaux, par exemple, vous prenez les plastiques, ils viennent pour l'essentiel du grand export, d'Asie principalement. Quand on fait tourner la matière ici, quand vous permettez finalement à votre emballage, votre bouteille, votre paquet de pâtes, etc., vous le mettez dans le bac jaune, vous lui donnez une seconde vie et c'est autant de matière en moins à faire venir de l'autre bout de la planète. Donc on parle bien de souveraineté, on parle d'industrie, on parle d'emploi local et on parle aussi évidemment d'environnement. Grosso modo, l'économie circulaire des emballages, c'est 2,4 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année. Ah, c'est considérable. C'est énorme. Et quelle est d'ailleurs la vocation de Citeo? Vous êtes directeur régional de Citeo. Citeo, c'est quoi et quelle est sa vocation? Alors, Citeo, c'est ce qu'on appelle un éco-organisme. C'est une entreprise à mission qui a vocation à limiter, on va dire, l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers. Pour ceux, on a une stratégie dite des 3 R. Le premier DR, c'est la réduction. Donc, on aide en fait les entreprises qui adhèrent à Citeo, qui sont les metteurs en marché, à produire en fait le juste emballage, c'est-à-dire l'emballage avec le moins de matière, l'emballage qui va être le plus facilement recyclable. Le deuxième DR, c'est le réemploi. Et les Hauts-de-France font partie d'un dispositif unique avec l'ouest de la France qui s'appelle Reuse, où on fait du réemploi. Vous pouvez acheter des produits dans des grandes surfaces alimentaires qui sont emballés dans des emballages en verre, consignés,
Donc vous avancez le montant de la consigne, vous consommez ce qu'il y a dedans et vous rapportez la bouteille. Donc ça veut dire qu'on sort de l'usage unique pour aller vers un usage multiple, comme nos grands-parents aient pu le connaître. Et puis le dernier, c'est le recyclage. Donc on paye en fait, avec l'argent qu'on a perçu de la part des metteurs sur le marché, on rémunère une partie du coût de la collecte et du tri auprès des collectivités qui en ont la responsabilité de par la loi. Vous parlez des entreprises et je dois bien avouer à travers la visite qu'on vient de faire que j'ai été très sensible à tout ce que j'ai vu et notamment ce qui est percutant, c'est qu'on voit plein de marques en fait qui nous sont familières dans tous ces tapis là qu'on vient de voir. Les marques, elles ont une responsabilité aussi dans la production de déchets et dans le recyclage des déchets. Absolument. Alors en fait, c'est pour ça qu'on est ce qu'on appelle une REP. REP, ça veut dire responsabilité élargie des producteurs. C'est cette idée que quand je mets un produit emballé sur le marché français dont le détenteur final va être un ménage, ma responsabilité ne s'arrête pas au rayon ou à l'orée de mon usine. Elle va jusque-là. Voilà. Et c'est pour ça que l'ensemble des metteurs sur le marché payent une contribution, mais travaillent aussi sur leurs emballages à faire en sorte que, et c'est la principale mission de Citeo, que de mettre en fait l'ensemble des parties prenantes au même, à faire converger les intérêts au service de l'intérêt général. Ici, c'est un bel exemple aussi, c'est un bel investissement que Citeo a soutenu, par exemple. On a apporté une subvention pour aider à la construction, à la modernisation de ce centre de tri, par exemple. Un exemple typique et qu'on connaît tous du juste emballage, c'est l'ascenseur à cornichon qu'on connaît tous dans nos foyers. Alors l'ascenseur à cornichon, c'est typiquement la mauvaise idée, c'est-à-dire qu'en fait on peut vivre sans. Donc en fait c'est typiquement un emballage qu'on a contribué à faire disparaître. Alors parfois il y a des nostalgiques, mais on rappelle qu'une pince en bois ça fait très bien l'affaire. Et on a un site qui s'appelle Moins c'est mieux, sur lequel vous pouvez aller quand vous trouvez des emballages qui, à votre sens, ne sont pas justifiés, sont trop importants, etc. N'hésitez pas, il y a un site internet, Moins c'est mieux, et là vous pourrez, entre guillemets, faire remonter cet emballage qui vous paraît non justifié. Voilà. Bon, ok. Bon, c'est bien, ça commence par là, ça commence par la réduction des déchets, ça commence par moins produire. Dernière question, Laurent, est-ce qu'on est bons élèves, nous, dans les Hauts-de-France, en matière de tri et globalement, quel est le comportement des Français et comment il évolue au niveau du tri? Alors, c'est une bonne question. Donc, on fait un classement tous les ans. Voilà, la région des Hauts-de-France est 9e sur 13 régions. Pour la petite histoire, elle était 8e l'année dernière, 7e l'année d'avant. Donc, ça a une petite tendance à régresser un petit peu. Les Hauts-de-France sont le berceau du tri. Il faut savoir qu'en fait, le tri est né dans les Hauts-de-France. Lille, Dunkerque sont à l'époque, dans les années 90, allez voir comment les Anglais faisaient. Et ça a été les premiers sites en France dans les années 90, avant même les lois qui les contraignaient à le faire, à mettre en place la collecte sélective. On est précurseurs. Les Hauts-de-France sont vraiment, je vous dis, c'est le berceau absolu du tri. C'est pour ça aussi, parce que les résultats sont bons, qu'on a aussi déployé le programme sur le réemploi, parce qu'il y a une forme de maturité. Après, voilà, il y a des considérations de gisement. Par exemple, le Pas-de-Calais est champion hors catégorie. Il y a, par exemple, la performance sur le verre, elle est de plus de 40 kg. Globalement, c'est une bonne région. Après, quand on regarde ce qui reste dans les ordures ménagères, on considère qu'il reste encore 25% d'emballage. Donc en fait, oui, c'est bien, mais franchement, on peut faire mieux. On a un chiffre qui dit 90% des Français trient, mais seulement 53% de manière systématique. Et donc, c'est vraiment cette idée de le rendre systématique. Pour ce faire, d'ailleurs, on rappelle, par exemple, en introduisant le tri sur l'espace public, chez Citeo, on finance des opérations de ce type-là. Si vous allez à Saint-Quentin, à Lille ou à Dunkerque, vous trouverez dans la rue, sur la digue, à tout un tas d'endroits, dans les bibliothèques, dans les établissements recevant du public, des dispositifs de tri pour faire en sorte que on se rappelle, on joue cette petite musique qui dit le tri c'est tout le temps et c'est partout, pour rendre finalement ce geste beaucoup plus ancré dans le quotidien et faire en sorte que quand on est dans sa salle de bain, quand on est dans sa cuisine, partout, voilà, exactement. Dans toutes les pièces de la maison. Ça fait partie de vos grands objectifs. Il y en a d'autres peut-être des grands objectifs. En gros, on a deux matériaux sur lesquels on est vraiment en retard. C'est les plastiques. Aujourd'hui, le taux de recyclage il est de 27%. On a un objectif à 2030 à 55%. Et l'aluminium, 40% aujourd'hui, avec un objectif à 60%. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Encore une fois, je répète toujours, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est un emballage ou pas? Il y a deux erreurs de tri principales que vous avez peut-être vues pendant le parcours. C'est la confusion avec les matériaux. Une brosse à dents, c'est du plastique, mais ce n'est pas un emballage. Et les imbriqués, quand je mets mes emballages les uns dans les autres, vous voyez que même si on met en place des outils industriels, à la fin,
on n'arrivera peut-être pas à séparer complètement. Et quand ça part en refus, donc le refus de tri, c'est ce qui va finalement rester sur le tapis à la fin, ce refus de tri, il coûte excessivement cher. Il coûte cher parce que vous l'avez collecté comme des emballages, c'est-à-dire moins compressé que des ordures ménagères. Vous le faites passer dans un process de tri, vous avez vu, qui est quand même assez sophistiqué. Et à la fin, vous allez le récupérer pour le mettre dans une usine d'incinération. Donc en fait, vous allez empiler des coûts et des coûts et des coûts. Et à la fin, ça coûte cher à la collectivité. Et je rajoute à ça peut-être aussi les aspects de dangerosité. Il faut rappeler que un bâtiment, ici, c'est une installation qui coûte plus de 40 millions. Vous avez vu qu'il y a des opérateurs de tri, il y a des gens qui sont derrière ça, qui vont affiner. Et sans eux, je le dis toujours, il n'y a pas de tri possible. À la fin, c'est bien des hommes qui vont faire cette séparation. Et aujourd'hui, on a un vrai fléau dans les centres de tri, ce sont les piles boutons, les piles au lithium. Et ça, c'est un vrai poison. Pas dans la poubelle jaune, parce que ça déclenche des incendies. Il y a quasiment un départ de feu par jour dans les 120 centres de tri français. C'est énorme. Et vous voyez que ça met en cause l'intégrité des bâtiments, mais aussi l'intégrité des gens. Donc vraiment, ça, c'est vraiment à proscrire. La pile, c'est l'horreur. On comprend bien que dans tout ce parcours du déchet, le geste citoyen, on est tous acteurs de ça, est essentiel. Merci Laurent pour ces mots et merci à vous d'avoir suivi cette émission qui, je l'espère, vous aura sensibilisé. Ce programme vous est proposé par Citeo.